Otep à toutes, Otep à tous. Otep Assimi Goïta, Otep Choguel Koukala Maïga, Otep Abdoulaye Maïga. C'est toujours moi, Doumbia Fakoly Doumbia, malien d'origine, sénégalais d'adoption, panafricaniste par conviction et citoyen du monde noir par devoir de combat. Je suis un suivant de nos ancêtres et de nos ancêtres seulement. Je ne connais pas les ancêtres des autres peuples. Ceux qui affirment que je suis un mécréant, un cafre, je les rassure. Je confirme que je suis un mécréant et un cafre. Je ne connais pas le Dieu ternaire. Jéhovah, le Père de Jésus, et Allah, je ne les connais pas. Ceci étant, Choguel Koukala Maïga, nous, Maliens patriotes, nous sommes contents d'avoir la confirmation que tu t'es repris, que tu as repris des forces et que tu es capable bientôt de revenir aux affaires. Ça nous a rassurés et ça nous fait énormément plaisir. Nous t'attendons avec impatience. Et nous devons remercier Abdoulaye Maïga, ton autre, toi-même, donc Premier ministre par intérim, qui a vraiment assuré pleinement à ce point que dans le monde entier, il a laissé des traces indélébiles de son patriotisme. Ceci étant, Assimi Goïta, Choguel Koukala Maïga, Abdoulaye Maïga, je suis obligé de revenir sur plusieurs points de l'avant-projet. Le premier point, c'est la langue. Jusqu'à maintenant, il y a des gens qui prétendent que c'est la langue bamana qui doit être la langue officielle du Mali. Comme je l'ai dit la dernière fois, ils font une erreur fondamentale parce qu'ils oublient les trois balises de toute civilisation. Le nom qui confère la vie, la langue qui exprime cette vie, dans le cadre strict des mœurs et coutumes. Ils font abstraction du nom, ils font abstraction des mœurs et coutumes, ils ne font une fixation que sur la langue. Alors que la langue bamana telle qu'elle est, parce que justement, elle exprime la vie de ceux qui l'ont créée, ça y est les noms, des noms musulmans, des noms chrétiens, cette langue-là, bamana, est truffée de mensonges, de calomnies, de contre-vérités, d'inepties, qui dévalorisent notre culture. Alors s'ils prétendent que pour des raisons de rétablissement de notre souveraineté culturelle, il faut établir le bamana, ils ont tout faux. Parce que le bamana tel qu'il est aujourd'hui, si on l'officialise, il sera un avortement culturel. Comme je l'ai dit, c'est le nom qui définit la langue. Et ces noms-là qui définissent la langue, nos noms qui les ont définis ont été écartés au profit de noms étrangers. Il n'y a que des noms musulmans, et chacun de ces noms musulmans véhicule une histoire qui n'a rien à voir avec la nôtre. Chacun de ces noms chrétiens véhicule des histoires qui n'ont rien à voir avec la nôtre. Ils ont fixé des mœurs de coutumes qui n'ont rien à voir avec les nôtres. Donc je confirme et je défie quiconque d'organiser un débat pour leur démontrer que la langue bamana telle qu'il est, s'il est appliqué, ce sera un avortement culturel. Assimi Goïta, Choguel Koukala Maïga, Abdoulaye Maïga, je suis un kamit, je suis un authentique panafricain, comme beaucoup d'autres à travers le monde. Nous savons que la langue française doit disparaître. Nous savons qu'elle doit être remplacée par une ou plusieurs langues kamit, une langue nationale, kamit, africaine, panafricaine, on le sait. Mais pour l'instant, je dis bien pour l'instant, on travaille avec la langue française ou la langue anglaise. C'est la raison pour laquelle je dis, dans l'avant-projet qui doit être modifié, il ne faut pas parler de langue officielle en parlant de la langue française.
Dites pour l'instant, pour le moment, elle sera la langue des échanges internationaux. C'est tout. Vous avez des gens qui maîtrisent le français qui peuvent tourner ça autrement. J'ai dit, nous, Kamet, nous savons qu'il faut une langue qui est la nôtre. Mais nous utilisons le français. Depuis 2 jours, jusqu'à la fin du mois au Cameroun, il y a des rencontres internationales pour la valorisation de nos traditions et de nos langues nationales. Je dis bien, pour la valorisation de nos traditions et de nos langues nationales. Il y a des milliers de participants. Si le Cameroun avait élevé le Bassa au niveau de langue nationale officielle, l'Ewondo au niveau de langue officielle, le Bamoun au niveau de langue officielle, vous croyez qu'il y aurait des gens là-bas qui iraient au Cameroun pour participer à une conférence internationale? Non. Des gens viennent de partout en Afrique et de la diaspora. Il y aura même Théophile Obenga, que tout le monde connaît maintenant. Il y aura Molefi qui était à Chanty, États-Unis, que tout le monde connaît aussi, qui est à l'origine de la création du grand mouvement Afrocentricity international. Il y aura beaucoup de participants de la diaspora et de l'Afrique. Il y aura Kalala Omotunde et bien d'autres encore. Alors vous croyez que si le Cameroun avait décidé d'élever le Bassa ou le Wondo ou le Bamoun en langue officielle, tout ce monde-là irait au Cameroun? Et bientôt au Sénégal, ils préparent les mêmes genres de rencontres internationales. Si le Sénégal avait élevé le Wolof au rang de langue officielle, mais vous croyez que le Sénégal aurait pu inviter tous les intellectuels, tous les chercheurs africains pour aller se rencontrer, échanger justement au sujet de la réhabilitation de nos valeurs et de nos langues nationales. Alors ceux qui disent qu'il faut élever le Bamana aux langues nationales ont tout faux. Il ne faut pas les écouter. Ils ont tout faux. Nous-mêmes ici, nous avons organisé 2 conférences internationales en 2006 et en 2020. Mais nous avons invité beaucoup d'Africains, des Ivoiriens, des Camerounais, des gens de la diaspora. Nous les avons invités, ils sont tous venus, on a travaillé sur la base de la langue française. Elle est provisoire, cette utilisation de la langue française. Tous les Kamits du monde ont compris qu'il faut la changer, qu'il faut amener une langue nationale. Et cela m'amène à vous dire que l'avant-projet, vraiment, elle a été bâclée. Il n'y a pas eu un article, encore moins un chapitre, encore moins un titre sur l'éducation nationale. Comment on peut bâtir un pays sans l'éducation nationale? C'est grave ce qu'ils ont fait. Cette omission-là est grave et impardonnable. Alors il faut veiller à ce que le Conseil des ministres et le CNT incluent obligatoirement, fassent inclure en tout cas l'éducation nationale. L'école malienne est sinistrée. Comment peuvent-ils ne s'être pas rendu compte que l'école malienne est sinistrée? Qu'il faut la redresser? Nous avons les solutions pour arriver à instaurer une langue nationale kamite que toute l'Afrique de l'Ouest, que toute l'Afrique au besoin va parler. C'est la langue que nos ancêtres parlaient depuis les origines égyptiennes, les Médunataires. Cheikh Anta Diop et Théophile Obenga, j'ai eu l'occasion de le dire, ont démontré que cette langue-là, égyptienne antique, est un melting pot de toutes les grandes langues africaines. Toutes les grandes langues africaines s'y retrouvent. On a un de nos membres qui s'appelle Pierre Nilon, qui est allé jusqu'à l'entrée de la prêtrise. Il a eu l'illumination. Les ancêtres l'ont fait revenir. C'est un vrai Kamet. Lui, il fait ses recherches. Il a une émission qui s'appelle Au tableau, dans lequel il fait la comparaison entre la langue égyptienne et la langue de plusieurs pays d'Afrique. Nous avons cette possibilité-là
Une langue est morte quand on ne la parle pas, mais quand on la parle, elle vit. Alors il faut faire revivre cette langue égyptienne dans laquelle se retrouvent toutes les grandes familles, toutes les grandes langues africaines. Et nous avons notre écriture, nous avons nos écritures. Les voilà, les écritures, regardez-les bien. Regardez-les bien. Forme pictographique. Ensuite, l'évolution de ces formes-là, jusqu'à la dernière révolution qui est l'écriture démotique. Il faut l'introduire depuis l'école primaire. Comme vous les avez vus, nos enfants, nos petits-enfants vont éprouver un plaisir immense à apprendre cette écriture-là. Ce sont des dessins au début. Et quand on a la base, le reste vient tout seul. La forme hiératique, ensuite la forme démotique, ça vient tout seul. En 5 ans, en 10 ans au maximum, cette écriture-là sera maîtrisée jusqu'à ce que nos étudiants puissent faire des thèses là-dessus. Et on va la parler. Donc il faut attendre ce moment-là, et ce moment-là va arriver, mais à la condition que nos ministres de la culture se donnent pour devoir de le faire. Qu'ils soient musulmans ou chrétiens, on s'en fout. Mais ce que nous voulons, c'est que notre tradition, notre culture vienne au-dessus de tout le monde, parce qu'elle est au-dessus de tout le monde. Et la première au monde, elle a toujours été imitée, n'a jamais été égalée, et ne le sera jamais, parce qu'elle est la plus parfaite. Nous défions quiconque de venir démontrer le contraire. Alors il faut nous respecter, il faut respecter nos ancêtres. Faites enseigner dans nos écoles les médonitaires et l'onco si vous voulez aussi. Mais l'imitation du Nko, c'est le Mali, la Guinée. Tandis que les médonitaires sont enseignés partout maintenant, en Afrique et dans la diaspora. Vous pouvez facilement faire venir des formateurs qui vont former d'autres formateurs. Vous avez les moyens. Personne ne peut vous faire chanter aujourd'hui. Le chantage financier ne marche pas. Parce que vous avez les moyens de faire face à tous nos besoins. Grâce à l'or. L'or que Kankou Moussa, le traître, n'a pas pu dilapider totalement. En 2005, j'ai déjà parlé de Kankou Moussa. J'ai écrit un livre intitulé « Quelques grands traîtres de l'Afrique francophone ». 2 traîtres de l'Antiquité, c'est Akhenaton, le prophète mégalomane, et Kankou Moussa. Dans ce livre-là, j'explique comment Kankou Moussa est un vrai traître. Depuis 2005, j'ai écrit ce livre-là. Il faut le lire. Donc, malgré la dilapidation que Kankou Moussa, le traître, a fait de notre or, mais nous sommes encore, disent certains, 3e producteur mondial de l'or après l'Afrique du Sud et le Ghana. Nous avons le lithium, nous avons le pétrole, nous avons le diamant, nous avons toute forme de richesse. Voilà pourquoi il faut réinstaller notre éducation là où elle doit être installée. Nos enfants, nos petits-enfants doivent connaître notre histoire, l'histoire de notre peuple. Nos enfants et nos petits-enfants doivent savoir qu'il n'y a de richesse que les richesses naturelles, celles dont je viens de parler. Les richesses artificielles sont artificielles. N'importe qui peut les faire. Même la monnaie, n'importe qui, même les faux monnayeurs fabriquent la monnaie. On nous a trompé nos dirigeants bidons à cause de ça, que c'est l'argent qui compte. Et j'ai eu l'occasion de le dire en 2074 que Nixon, je crois, Nixon a inondé le monde de dollars. À un moment donné, il ne pouvait plus convertir ces dollars en or. Parce que la garantie du dollar, la garantie de toute monnaie à l'époque, c'était l'or. Il a décrété l'inconvertibilité de l'or, du dollar en or. Et il a dit, maintenant, il n'y a que 3 valeurs au monde qui garantissent l'émission de la monnaie. La politique, l'économie
et je ne sais plus quoi d'autre encore. Donc des concepts artificiels, des concepts qui ne signifient rien du tout. Et tout le monde a marché. Voilà pourquoi ils ont fait chanter nos pays. Si vous ne faites pas ça, on vous donne pas de l'argent. Alors qu'on n'en a rien à faire de l'argent. Le Mali, en tout cas, n'en a rien à faire. Plus personne ne peut exercer un chantage financier sur le Mali. Nos enfants ont besoin de connaître notre histoire. Nos enfants ont besoin de savoir qui était Kankou Moussa. Qui était Soumaoro Kanté. Soumaoro Kanté, le premier et le plus grand anti-esclavagiste de toute l'Afrique. Il faut qu'ils apprennent l'histoire de Soumaoro Kanté. Comment il faisait les esclavagistes quand il les attrapait. C'était le premier plus grand anti-esclavagiste de l'Afrique, Soumaoro Kanté. Il faut que nos enfants sachent qui était Chaka. Il faut que nos enfants sachent qui était Zinga, qui était Ablapikou, Koukou. Il faut que nos enfants découvrent cela. Ces noms-là qui ont fait véhiculer des traditions différentes, des traditions calomniatrices, dévalorisantes de l'islam et du christianisme. Leurs mœurs et coutumes sont mauvaises, sont en contradiction formelle avec nos vraies traditions. Il faut que nos enfants connaissent cela, que nos enfants sachent pourquoi les frontières artificielles ont été créées, que nous étions un seul peuple. Il faut que l'histoire de notre peuple soit enseignée à nos enfants qui se connaissent, qui sachent qu'ils n'ont rien à voir avec tout ce que leur enseigne maintenant. Nos livres d'histoire sont encore écrits ou continuent d'être inscrits ou inspirés par le dictat des Occidentaux. Donc, ils continuent à aliéner nos enfants. Vous prenez un enfant malien, même au niveau du baccalauréat, s'il ne s'intéresse pas un tout peu au kamitisme, mais il ne sait rien. Il ne sait absolument rien de la résistance de nos États. Il croit que les Occidentaux sont venus, les Arabes sont venus, ils sont implantés comme ça. Donc, il faut que l'éducation soit remise à la place où elle devrait être. S'occuper de l'éducation des enfants, leur ouvrir les esprits, leur faire comprendre quelle est notre histoire, leur faire comprendre que toutes les sciences ont été inventées chez nous. Jusqu'à l'hélicoptère, jusqu'au char de combat, jusqu'à l'ampoule électrique au temple d'Endera. Nos enfants sont loin de savoir ça. Ils pensent que ce sont les autres qui nous ont amené tout cela. Il faut que nos enfants sachent que la monnaie a été créée par nous, seulement pour les échanges, pas pour le commerce international. En Égypte, elle était appelée le chati. Le chati. C-H-A-T-I. C'était la monnaie. Elle pouvait être en or, elle pouvait être en argent, elle pouvait être en bronze. Et ça, à cette époque-là, l'homme blanc était encore dans les casernes, dans les cavernes et dans les huttes. Ce n'est pas pour faire du racisme, mais il faut que nos enfants sachent qu'ils étaient les premiers au monde. Donc, dans l'avant-projet, il y a eu une erreur fondamentale, une mission fondamentale. C'est de ne pas parler de l'éducation. Alors, il faut les obliger à la remettre. Cela étant, passons maintenant à la candidature à la présidentielle. Certains, j'ai appris, ceux de nos parents de la diaspora, qui disent qu'il ne faut pas obliger les gens à choisir une nationalité. Il faut les laisser venir à l'élection. C'est seulement quand ils sont élus président qu'ils peuvent renoncer à leur deuxième nationalité, surtout française, parce que ce sont les gens de la diaspora qui font cette revendication-là. Ils ne pensent même pas aux conséquences de cette revendication. Parce que si on laisse venir quelqu'un avec sa double nationalité, malienne et française, si seulement au moment de son élection, il renonce à la nationalité française,
la proximité est tellement courte, tellement serrée, que cette personne-là va continuer de servir la France. Ils n'ont même pas pensé à ça. Est-ce que nous sommes si idiots pour accepter cette condition-là? S'ils aiment leur pays, ils doivent renoncer à toute nationalité étrangère. Moi et quelques autres, nous sommes certainement minoritaires pour le moment. Nous disons que toute seconde nationalité africaine, kamite, authentique, la personne peut la garder. Parce que plus tard, il n'y aura qu'une seule nationalité. Quand on va être nous-mêmes, on va balayer toutes ces frontières-là en Afrique. Mais peut-être que c'est un peu tôt. On peut exiger que la personne soit de nationalité française. Et on peut exiger qu'il renonce à soit de nationalité malienne, pardon. Et on peut exiger qu'il renonce à sa nationalité française ou étrangère à l'Afrique. Au moins 6 mois ou 1 an avant l'élection. Ça, c'est ce qu'on doit faire. Et Assimi Goïta, Shogel Kola Maïga, Abdoulaye Maïga, écoutez-moi bien. Il y a, j'en ai souvent parlé, la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, les Bohemians Club, ainsi de suite. Il y a ces sociétés secrètes étrangères à notre continent. Ils ont copié sur nous. Ils ont copié le fonctionnement de la loge Isiaque depuis l'Égypte encore. Nous avons nos sociétés secrètes. Mais ces sociétés secrètes-là fonctionnaient sur la base des enseignements de la Maat. 42 commandements. C'était des sociétés pures qui n'étaient là que pour servir le peuple. Ils sont venus, ils n'étaient pas circoncis, ils n'ont pas appris la vérité. Ils ont pris comme ça ce qu'ils ont pu comprendre et ils en ont fait des sociétés secrètes criminelles. La franc-maçonnerie est criminelle. La Rose-Croix est criminelle. Les Bohemians Club sont criminels. Et ils sont tous plus ou moins chapeautés par les Illuminati. Les Illuminati sont eux qui décident de la politique du monde. Les Illuminati et les francs-maçons et les roses-chrétiens. Récemment, il y a 1-2 ans, Sarkozy lui-même disait que le nouvel ordre économique arrive, le nouvel ordre mondial, arrive, que personne n'y échappera. Et Macky Sall, qui a joué le perroquet, a répété la même chose. Le nouvel ordre mondial arrive, personne n'y échappera. Ce qui fait s'interroger sur l'appartenance de Macky Sall, au-delà de la franc-maçonnerie, mais aux Illuminati. Il y a un auteur qui s'appelle, je vais vous dire son nom, Hassan Magued. Il a fait un article instructif sur les Illuminati, les clés pour comprendre. Pour lui, d'après sa démonstration, même Alassane Ouattara est Illuminati. Ils ont voulu recruter Gbagbo qui a refusé. On comprend pourquoi Gbagbo a été éliminé au profit d'Alassane Ouattara. Si Gbagbo avait accepté, il n'aurait pas laissé Alassane Ouattara l'éliminer. Alors, le fait que Macky Sall reproduit ce discours criminel, vraiment nous pousse à nous interroger sur son appartenance éventuelle plutôt aux Illuminati. Et le fait qu'il laisse planer le doute sur son 3e mandat, qu'il ne doit pas avoir, prouverait en tout cas qu'il compte sur les Illuminati, sur la franc-maçonnerie, pour le maintenir au pouvoir. Assimi Goïta, Shogel Kola Maïga, Abdoulaye Maïga, il faut bien écouter cela. Les francs-maçons sont là pour le compte d'autrui. Ils ne sont pas là pour nos pays. Ils ne sont pas là pour nos peuples. Ce sont des ennemis jurés de notre peuple. Ils ne sont là que pour servir les étrangers. Ils sont là uniquement pour les étrangers. Voilà leur acharnement. Leur acharnement à vouloir faire en sorte que les militaires rendent le pouvoir, qu'il n'y ait que les civils. Parce que ce sont les civils, dans leur grande majorité, qui sont des francs-maçons, pas les militaires.
alors il ne faut pas les écouter. Le mieux, c'est de quitter la CEDEAO ici et maintenant parce qu'elle ne vaut rien. Elle est une ennemie immense pour nos peuples. Il faut la quitter. Si vous la quittez, vous n'avez plus de temps à perdre à les recevoir pour discuter d'éventuelles élections. Vous n'avez pas besoin d'élections. Assimi Goïta, on te l'a dit, tous les patriotes maliens, tous les patriotes africains et panafricains et de la diaspora souhaitent que tu restes au pouvoir aussi longtemps qu'il faut pour nettoyer notre pays de tous ses ennemis. Il faut donc rester au pays. Ne pense pas aux élections, on n'en a rien à faire. Et donne l'exemple à Mamadi Doumbia et aux jeunes, à notre fiston Ibrahim Traoré du Burkina. Donne-leur l'exemple. Quitte la CEDEAO. Ils vont quitter aussi la CEDEAO. Vous pouvez former un bloc et garder le pouvoir jusqu'à libérer totalement nos pays. Les civils, on l'a vu, les partis politiques sont des partis politiques criminels qui ne pensent qu'à eux. Nos peuples financent leurs études de l'école primaire jusqu'à la fin de leurs études. Au lieu de servir notre pays, ils vont se servir du pays en le suçant. Ils ne viseront qu'à une chose, avoir un poste politique. Et je vous mets un lien. Vous allez écouter ce lien aussi. Il faut faire l'effort d'écouter ou de faire écouter par vos collaborateurs qui sont des gens sérieux, des gens qui aiment leur pays. Je vais vous faire écouter ce lien-là. C'est une interview du général de Gaulle. J'ai déjà publié, ma vidéo a été supprimée parce que je n'ai pas eu le droit. Donc le lien, au moins, on peut l'interroger. Vous verrez que le général de Gaulle dit depuis en 1958, dire que les francs-maçons sont plutôt les politiciens sont dangereux, que être élu par un politicien ou par un groupe de politiciens, un parti politique ou par un groupe de partis politiques, c'est dangereux. C'est desservir son pays, c'est même trahir son pays. Donc les partis politiques ne sont rien du tout. Et il vaut mieux recruter, ouvrir les débats des élections éventuellement à la société civile. Les partis politiques, j'ai proposé dans mon livre qu'on les supprime, qu'on les interdise. J'ai proposé que si on doit les garder, il faut en garder 3 seulement. 3 ou 4. Dans leur grande tendance. Parti communiste, parti socialiste, parti capitaliste si vous voulez, et parti traditionnaliste. Mais on n'en a même pas besoin. Il faut connaître notre histoire. Les partis politiques n'existaient pas dans notre histoire. Et nos pays ont conduit leur pays, nos rois plutôt, nos princes, nos dirigeants ont conduit leur pays dans la pure tradition de respect des droits de l'homme. Il n'y a pas d'esclavage nulle part en Afrique. Il n'y a pas de mendiants nulle part en Afrique. Aucune des tares que nous subissons aujourd'hui, mais il n'existait pas chez nous. Nos dirigeants à l'époque avaient un respect profond pour leur communauté, pour leur peuple. Donc ils servaient leur peuple, ils devaient servir leur peuple. C'est comme ça qu'ils fonctionnaient. Aujourd'hui, avec l'invention des partis politiques, avec l'invention de leur faux concept plutôt, de démocratie, de je ne sais pas quoi, droit de l'homme, des bêtises comme ça, ils veulent nous détourner de nos vraies traditions, de nos vraies valeurs, pour nous amener vers les leurs, qui sont négatives, qui sont inhumaines. Alors il faut faire attention. Vous pouvez charger vos services secrets d'identifier partout où il y a des loges francs-maçonniques, rosicruciens, etc. D'identifier ceux qui sont des francs-maçons, des rosicruciens, etc. Des membres des Bohemians Club, etc. Et si vous ne pouvez pas leur interdire de présenter leur candidature, alors vous pouvez le coincer ailleurs. Ce qui m'amène à parler de la prestation de serment. Vous dites dans la prestation de serment
vous proposez que Dieu est le peuple, ou je jure de servir Dieu et le peuple. Mais ce que je vais vous dire, ce que je vais vous répéter, Dieu s'en fout. Dieu s'en fout. Vous avez vu toutes les bêtises, toutes les ignominies, toutes les traîtrises, toutes les méchancetés que Dieu autorise. Alassane Ouattara est allé à la Mecque. Il est allé à la Mecque au petit pèlerinage. Macky Sall aussi est allé à la Mecque. Mais de son retour, depuis l'avion, Alassane Ouattara était en train de préparer comment il allait massacrer son peuple, comment il allait le faire souffrir, comment il allait participer à faire souffrir l'Afrique. Et Allah l'a laissé faire. C'est même une injure, un manque de respect à votre Dieu, Allah, que de penser qu'Allah va autoriser ces choses-là. Si c'est Allah qui a autorisé et qui autorise encore Alassane Ouattara à poser tous les crimes qu'il pose là, c'est qu'Allah ne vaut rien, c'est qu'Allah n'est pas un Dieu derrière lequel il faut prier, il faut réfléchir un peu, respecter même votre Dieu, parce qu'Allah ne le fera pas. Il s'en fout. Le Père de Jésus s'en fout. Jéhovah s'en fout. Même nous, notre mère, père primordial, c'est comme ça qu'on l'appelle chez nous, s'en fout. Il nous a tout donné pour diriger notre pays dans la justice, dans le bonheur. Voilà pourquoi il y a les 42 commandements. Voilà pourquoi il n'y a aucune des tares qui frappe aujourd'hui notre pays. Aucune de ces tares n'existait dans nos traditions. Donc il faut revenir en arrière, vous inspirer de nos traditions. Alors je disais, dans la prestation de serment, on s'en fout de Dieu. Dites, c'est un exemple que je vous donne. Dites, je prends à témoin nos vénérables ancêtres de servir mon pays jusqu'à la mort. Je prends à témoin nos vénérables ancêtres que je ne suis membre d'aucune société secrète étrangère au Mali. Et puis vous ajoutez tout ce que vous voulez. Mais je prends à témoin nos ancêtres, nos vénérables ancêtres. Quand on le trahit, on paye. Je prends à témoin nos vénérables ancêtres que je ne suis membre d'aucune société secrète étrangère au Mali. Quand on a menti, on paye. Vous pouvez prêter serment sans rien, même assis dans votre temps. Le futur président peut être assis dans un fauteuil et prêter serment. Mais le Coran ne vaut rien, la Bible ne vaut rien, la Constitution ne vaut rien. Ce sont des textes écrits par des humains avec des mauvaises tendances, avec de mauvaises idées pour détruire le monde. Même la Constitution, elle raconte des histoires. La Constitution interdit aux militaires de prendre le pouvoir pour laisser le pouvoir seulement aux civils. Aux partis politiques, sont eux qui ont rédigé cette Constitution-là. Sous la dictée des Occidentaux, des francs-maçons, des Illuminati, pour contrôler notre pays, dont la Constitution ne vaut rien. Vous n'avez pas besoin de Constitution. Si vous voulez, faites-en une à la forme, mais en intégrant nos valeurs, en balayant la Constitution, ses clauses, ses articles criminels qui veulent interdire les militaires. Alors que je vous l'ai dit, ce sont 2 militaires qui ont créé la CEDEAO, Gnassingbé et Adema, le père de Faure, le traître qui a confisqué le pouvoir au Togo. On sait bien pourquoi vous acceptez qu'ils servent d'intermédiaire entre vous et la Côte d'Ivoire. Alors qu'il n'est surtout pas un exemple. Donc le père de Gnassingbé, le père de Faure, comment il s'appelle encore? Faure Gnassingbé et Adema, et Yakubu Gowon du Nigeria. Sont 2 militaires qui ont fondé la CEDEAO. Alors que c'est un civil, Toubman, qui avait essayé, qui n'a pas réussi. Vous croyez que ces 2 généraux-là étaient fous pour ensuite accepter qu'on interdise les militaires de garder le pouvoir? Non.
sont les civils qui ont été manipulés, des civils francs-maçons, rosicruciens, des civils qui font partie des sectes criminels, des civils surveillés par les Illuminati, inspirés par les Illuminati, des civils criminels, sont eux qui ont créé, qui ont transformé la CEDEAO en l'état dans lequel elle se trouve, criminelle à nos peuples. Il faut donc, dans la prestation de serment, balayer Dieu, on n'en a rien à faire. Si vous respectez notre peuple, si vous respectez notre tradition, mettez Dieu à côté. Il n'en a rien à faire, Dieu. Mettez-le de côté. Prenez nos ancêtres témoins pour servir le peuple et pour affirmer que le président n'appartient à aucune société secrète étrangère au Mali. Même le Premier ministre doit prêter le même serment. Même le Premier ministre. Et comme parmi les forces armées, ils sont très très rares, mais il y en a quelques-uns qui ont été cooptés par ces organisations secrètes criminelles, vous faites prêter serment au général des forces armées. Voici les suggestions que je voulais vous faire. Obligez les rédacteurs de l'avant-projet à revenir sur le travail. Et si c'est vous, dans le Conseil des ministres, qui devez le faire, il faut impérativement tenir compte de ce que je vous ai dit. Vous savez que ce que je vous ai dit, c'est la vérité. C'est la peur seulement de la pression des musulmans ou des chrétiens. C'est la peur éventuellement des Occidentaux qui peut vous pousser à jongler et à tricher. Mais vous n'avez pas le droit de tricher, sinon vous trahirez votre peuple. C'est ce que je voulais vous dire cette fois-ci. Puisse nos vénérables ancêtres continuer de vous inspirer la pensée juste, la parole juste, l'acte juste et courageux. Vie, force, santé. Amen, 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 amen.